Et donc, vous pouvez le voir. Oui. Et on travaille ensemble, donc on s'est déjà vu dans le cadre du travail, donc voilà. Je crois qu'on va utiliser plein de mots compliqués aujourd'hui, non? Oui, plein de mots compliqués. Mais D'accord. déjà, pour se présenter, on va peut-être un petit peu se présenter, savoir qui est qui. Julien Pierre, je vous présente Julien Pierre, un ancien collègue avec qui on a travaillé. On a réalisé quelques projets Azure ensemble. Ouais. C'est un ancien MVP, spécialiste data, et il travaille pour une petite boîte, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Microsoft, elle est au fin fond de la Corse, je crois. C'est ça? Oui, du Larzac. D'accord, ok, ça marche. Ok, ok, d'accord. Et Amar Adgar, c'est le responsable décisionnel d'une petite société qui s'appelle Ucase, qui est un partenaire Microsoft depuis 12 ans. Alors j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec Amar sur de nombreux projets Azure, et c'est un petit peu l'objet de la session, je crois, aujourd'hui. Ouais, ouais. Et grâce à ça, voilà, on va vous présenter un petit peu nos retours d'expérience et surtout essayer de vous guider sur qu'est-ce que vous devez faire si demain vous devez aller dans Azure, si vous devez migrer vos bases. Et quelle page choisir, Voilà, Ok, justement, c'est peut-être le moment de présenter l'agenda. En fait, on va ouais, présenter allez. un petit peu Azure, on va parler de vilains mots qu'on entend et qui peuvent paraître complètement abstraits. On va parler aussi de bases de données dans Azure. Ah, ça existe? Oui, 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 D'accord, on ok. a pas mal de services qui permettent d'y répondre, mais moi personnellement, j'ai eu pas mal de retours clients. Je prends quoi du coup parce que je sais pas. On va Voilà, essayer d'élucider tout ça. voilà. Et puis souvent on entend des mots, bah oui, mais la sécurité dans tout ça, Est-ce que je dois appeler le service de sécurité moi j'ai un petit peu peur de ce qui va se passer quand je vais aller dans Azure, donc on va essayer d'en parler. On va essayer d'en Et parler. pour finir, Et l'addition? bah ouais, parce que j'entends aussi beaucoup, c'est cher d'aller Ouais, dans Azure, ça coûte c'est cher. très très cher. D'accord, on va voir, hein. On va voir tout On va ça. voir ça. Tout à fait. Donc déjà, la première question, c'est pourquoi aller dans Azure? Alors, Amar, il va essayer de nous répondre. Bah, par exemple, je suis à Miami, chez un ami, en train de siroter un petit mojito. T'es pas en train de nous faire un jeu de mots, là? Un petit peu Ah quand même, d'accord, ouais, un petit peu. ouais. Et du coup, je peux me connecter à ma base de données depuis Miami, et même si elle est sur la France. En fait, l'avantage de tout ça, c'est que vu la situation actuelle, on va pouvoir se connecter de partout. Donc c'est De accessible de n'importe où. partout. Tout à fait. Et surtout avec la conjoncture actuelle, avec le Covid et le Exactement. travail en remote, c'est Ça, pratique d'avoir une plateforme qui est centralisée. oui, c'est assez avantageux. Ouais, Et on ouais. peut se connecter depuis n'importe où. Ensuite, on a la gestion des coûts. Donc c'est un peu plus simple de suivre ses coûts comparé à d'habitude. Ou les baies et compagnie. Est-ce que toi, tu sais où tu arrives à suivre les coûts au jour le jour? Alors, généralement, on va en discuter après, mais généralement, oui, parce que Ok. on les a achetés, on les a payés, et D'accord. ouais, ouais, ouais. Enfin, bon, on va revoir. Parce qu'il y a des D'accord. discours de clients, et je suis d'accord avec eux aussi, des fois. Donc, Ouais, on va faut voir ça voir, juste faut voir. après. Et aussi, l'avantage, c'est que par exemple, j'ai une nouvelle application, j'ai besoin d'un nouveau serveur, un exemple, et ça se fait en quelques clics. Au lieu de, quand on est en promise, on est obligé d'attendre un petit peu, de faire une demande par mail et compagnie. Tu es en train de me dire qu'en fait, on peut déployer une architecture énorme en Ok, quelques clics rapidement. tout à fait. D'accord. Ok. Ensuite, la gestion de la sécurité. On en parle souvent. Pourquoi je mettrais mes données dans le cloud? Qu'est-ce qui va me garantir que ça va être sécurisé? Tout à fait. Ouais. Faut que j'appelle peut-être le service de sécurité. Ouais, où est-ce qu'on a des outils de monitoring? Tout à fait. Et en général, en promise, on est obligé, pour bien monitorer nos ressources, d'acheter peut-être de nouveaux outils. Or que dans le cloud, On a déjà des outils, tout à fait. ouais, qui permettent de le faire. En quelques secondes. Mais je vous vois déjà arriver. Vous n'êtes pas content, vous venez d'acheter vos machines, vous les avez payées cher. Et puis c'est quelque chose qui coûte vraiment cher d'acheter des grosses machines. Vous avez mis un cluster qui vous a coûté très très cher et il faut le rentabiliser ce cluster. Et vous ne voulez pas passer dans Azure et vous avez Alors, partiellement raison, je comprends. Puis en plus, vous allez me dire, mettre des données dans le cloud chez Microsoft, les compagnies américaines, tout ça, ça je l'entends aussi. Après, il faut savoir qu'on a pas mal de réponses vis-à-vis de ça, notamment par rapport à des clauses de confidentialité, des choses comme ça, si ça peut vous rassurer. Mais en plus de ça, par rapport au coût, on va voir que ça peut potentiellement pas coûter si cher que tout à ça fait. et on va avoir des évolutions qu'on n'aura pas forcément on-premise. Donc en fait, c'est pour demain. Il faut penser à demain, non? L'idée, oui, c'est pas de penser à aujourd'hui et ce que vous avez fait, mais demain. Parce que vous allez me dire aussi que les DBA, vous les avez formés, ils fonctionnent aujourd'hui. Demain, ça va être quoi leur travail? Ça, c'est aussi un point que j'entends régulièrement et on va essayer d'y répondre pendant cette session. Tout à fait. Alors, il y a 3 ou 4 points qui sont vraiment importants dans le cloud. Alors,
pourquoi je mets 4? Parce qu'il y a le premier, c'est le on-premise. C'est l'ancien modèle, entre guillemets, mais qui aujourd'hui, c'est ce que vous avez si vous souhaitez migrer. Et ce point-là, il est très, très important. Euh, car vous devez savoir en fait ce que vous avez et ce que vous voulez migrer. Après, on a le IaaS. Le IaaS, c'est quoi? C'est l'informatique as a Service. service. D'accord. Grâce à ça, en fait, on va s'affranchir, on va retirer toute la partie couche basse qu'on avait avant. Donc, on va enlever toute la partie serveur, achat de serveur et installation des serveurs. On va mettre notre Windows, notre SQL Server comme vous aviez l'habitude de l'installer. On va remettre les applications derrière et on va fonctionner comme si on était on-premise. Pour ne pas aller plus loin, on va en parler un peu plus tard. Mais Oui, en gros, je gère mon OS et mes applications. exactement comme on était là. Juste, on va changer la couche réseau parce qu'on va se connecter sur un data center. D'accord. Et après, on va travailler. On en reparlera un petit Un peu peu plus tard, plus, plus en ok. détail. Après, on a le passe-partout, non? Non, Non. non, il n'est pas là. Ah non, Non, d'accord, ok. non. Mais par Ok. contre, on a le pass. Le pass, c'est le plateforme as As a a service. service. On s'affranchit toujours de cette couche basse. On s'affranchit aussi de l'installation de SQL Server. On va directement se connecter à notre service SQL Server. Et l'intérêt de ça, c'est que derrière, on va avoir vraiment la machine qui nous correspond. En fait, si je comprends bien, j'arrive, je débarque et je développe mes Oui, vues, mes procédures ça, stockées, et ou mes par exemple, applications. on veut développer une application web, on met un service SQL qui fonctionne, il J'ai est en juste place, on à... a juste à se connecter, on développe l'appli web, et l'appli web aura accès directement En via le fait, j'ai lien. juste à On se taper sur le connecte, clavier, en fait. voilà, D'accord, c'est un ok. peu ça. Et Et après, on a le SaaS, le Software as a Service. je crois qu'il y a un outil que Rudy adore et il est même certifié dessus. Ouais, Power BI. Voilà. Ah N'est-ce pas, Rudy? non, non, vous n'avez pas le droit d'en parler. L'idée de Power BI, par exemple, c'est qu'on se connecte directement sur un service qui est déjà préparé. On s'affranchit complètement de l'installation de Power BI et à la fin, on va se connecter sur powerbi.com et on vient le consommer. On a aussi d'autres services chez Microsoft qui sont sur Office du, ouais, 365 oui, voilà, ou un qui outil sont qu'on est sur en du train SaaS, d'utiliser. Teams, par exemple. Ouais, d'accord, ok. Ouais, Ok, ok. on vient consommer les services. Ouais. D'accord, C'est ok. vraiment l'idée. Ok. Donc voilà pour les définitions de ces vilains mots entre guillemets. Et l'idée aussi, c'est que on soit au Oui, plus près de l'information, on soit au plus près de vous. Et tout à comme fait. on l'a vu là, c'est qu'on soit sur des data centers qui vous correspondent par rapport à vos besoins. C'est-à-dire que si je suis en France, en fait, ça va être répliqué à Miami chez un ami et je vais pouvoir me connecter et avoir moins de latence vu que la donnée, elle est répliquée à Miami. Donc ça Oui, va aller un peu plus vite. alors l'idée, c'est que si on est en France et qu'on doit répliquer la donnée aux États-Unis, à l'intérieur des États-Unis, on doit pouvoir s'y connecter. Donc il n'y a pas que toi qui vas t'y connecter, D'accord. mais Il y a l'idée, ça va d'autres être ça. amis qui vont pouvoir. On va en D'accord. reparler un peu plus en détail tout à l'heure quand on va commencer à parler vraiment des services, parce que je crois on a attendu là-dessus, mais déjà on voulait faire un propos par rapport à ces différences de mots. Et je crois qu'à ce jour, on est à 61 pays couverts à Ouais, date, oui. mais il y en aura d'autres qui sont à venir. Et l'idée, c'est d'être vraiment au plus près D'accord. des Et d'être un peu utilisateurs. partout en Ouais, fait. Ok. ouais. Donc, un petit peu d'histoire. Le cloud, on a déjà pensé, on l'a pensé il y a quelques années. Ah, Ça a commencé en 2006. je crois que ça Il a existait en commencé vraiment à 2021. sortir en 2010. Et la partie SQL Database dans Azure, elle est sortie en 2015. C'est ce qui nous a permis de grandir un petit peu, de s'améliorer, et on a fait des évolutions de services qu'on va voir un petit peu après, notamment avec la partie Elastic Pool et le Manage Instance. Et on a fait encore évoluer, parce qu'on va voir qu'il y a une grosse différence entre le SQL Database et le Manage Instance, mais qu'on a encore fait évoluer après au niveau SQL Database avec de nouveaux services qui sont arrivés un peu plus en détail derrière sur le SQL, sur la version SQL. Donc, Mhm. si on peut faire un petit topo très rapide, En quels sont les gros, services qui existent dans en Azure fait, au niveau des bases? dans nos besoins, on va se retrouver avec trois trucs. Une solution IaaS qui est Hum, une VM on-premise locale qu'on connaît comme d'habitude, et on va se retrouver avec deux solutions PaaS, l'Azure SQL Managed Instance et l'Azure SQL Database. Bon, peut-être on va détailler un peu plus, on va pas Je me permets, je vous pose une question parce qu'elle est rigolote, qui vient de tomber. Si j'arrête de payer mon loyer, j'ai plus de sous, je perds mes données? Ah, alors, elle est rigolote, mais elle est complètement vraie.
Les données vont être conservées un petit moment, effectivement, mais normalement, dès qu'il y a la suppression du service, les données C'est sont fini. supprimées. Tout à fait. C'est un peu comme si on venait d'enlever l'appartement dans lequel on était, ou on enlève la branche sur laquelle on est assis. Effectivement, sur du on-premise, si vous avez payé rubis sur l'ongle la machine au départ complète, pas de problème. Maintenant, si on est en location, il n'est pas improbable non plus que le loueur vienne récupérer les machines. C'est comme une box internet en fait. Quand Ouais. on doit la rendre, faut la rendre. Ouais. Voilà. Alors il peut y avoir une petite latence, mais cette latence effectivement elle va être relativement courte. Voilà. Donc je crois qu'on a commencé à parler de IaaS. Ouais, on a plusieurs types de machines, notamment la première machine qui va être les machines en IaaS. Alors, les machines en IaaS, je pense que vous les connaissez. Souvent, on les utilise parce qu'elles sont identiques à ce qu'on a on-premise, delta du réseau. Mais l'idée aussi, c'est que si on a un vieux SQL Server qui existe, c'est qu'on va pouvoir passer dans le cloud avec quelque chose qui va être encore supporté. Par exemple, un SQL Server 2008 aujourd'hui pourrait être supporté avec les nouvelles KB sous réserve, par exemple, de passer sur une managed instance, par exemple. Mais on va pouvoir avoir un palliatif grâce à ça avec des versions supportées, alors qu'aujourd'hui, on-premise, ce n'était pas possible. Et donc, on n'a pas vraiment besoin de se soucier de l'architecture technique qui est sous-jacente, parce qu'on va avoir une machine qui va être à peu près cohérente. Ça va être plus ou moins du lift and shift. Alors, il y a quand même encore besoin d'aller faire des configurations spécifiques par rapport au IaaS. On va pas. Moi, j'ai eu des cas de clients, et c'est ça que vous attendez, qui sont passés sur du IaaS et qui sont revenus derrière en me disant j'ai des moins bonnes performances. C'est pas faux. C'est pas faux parce qu'il faut bien regarder les petites lignes, notamment par exemple la partie réseau qui est très importante, qu'il faut aller gérer derrière. Il faut savoir en fait le débit réseau possible par les machines virtuelles, parce qu'on a des bridages dans Azure vis-à-vis de ce point-là. Par contre, on a des choses qui sont importantes à savoir, notamment le strip des bases, le strip aussi des machines. Et je vous mettrai un lien en plus dans la synthèse, où vous aurez les recommandations IaaS que l'on va demander lorsque vous allez installer des machines en IaaS. Mais grosso modo, si j'ai un mot à dire, c'est facile à prendre en main. D'accord. Et donc en fait, je prends du 2008, je le mets dans une VM sur Azure, et en quelques clics, c'est fait. Ouais. Ah, c'est vraiment facile, j'avoue. Voilà. On peut faire du lift and shift, mais il y a quand même des petits trucs à aller chercher derrière. Il faut le savoir. Il faut savoir la partie réseau, il faut savoir la partie stockage, et il faut savoir la partie derrière, les configurations d'SQL Server. On va les garder, ces configurations-là. Et il faut répondre aux bonnes pratiques SQL Server. D'ailleurs, la session qu'on a après sur les fausses bonnes idées avec Arian va répondre aussi en partie à toutes ces questions-là. D'accord, ok. Intéressant. Sur la migration IaaS. Deux trucs qui se suivent, c'est sympa. Ouais. D'accord. Et donc là, on va avoir deux solutions. On a parlé du IaaS et on va enfin parler du PaaS. Donc, par exemple, on a Azure SQL Single Database. Et ouais, même dans les bases de données, la vie de célibataire est assez dure. En fait, le principe du Single Database, c'est une base où les ressources sont dédiées à la base. Par exemple, je vais avoir 50 gigas, ça va être 50 gigas d'espace de stockage dédié à ma base. Ce qui peut être sympa pour démarrer une application ou si on doit migrer une base qui est complètement isolée. On le promet, en faisant le parallèle. Ensuite, on va se retrouver avec l'Elastic Pool. J'aime bien l'idée de la piscine parce que ça résume bien, où on a plein de gens qui sont en train de nager, donc ils se partagent la piscine. Donc en gros, l'Elastic Pool, je vais me retrouver avec plusieurs single databases qui vont se partager les ressources. Je vais donner un exemple. Il y a une base de données qui a besoin de ressources de 2h à 4h du matin et une autre base qui a besoin de 4h à 6h du matin de ressources. Mais cette deuxième base va avoir peut-être besoin des ressources de la première. Et c'est tout l'intérêt de l'Elastic Pool. Récupérer les données, récupérer le CPU par exemple de les la ressources première. qui ne sont pas utilisées par la première pour la donner à la deuxième. Tout à fait. Et ensuite, on a l'instance manager. L'instance manager, c'est presque compatible à 100% SQL. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas se retrouver avec SSAS, SSRS, les instances classiques. Par contre, on a une vraie instance BDD et surtout, on a l'agent SQL. Donc, c'est vraiment le truc sympa pour l'hybride parce que je peux faire mes plans de maintenance, je peux créer des packages SSS et des jobs SQL. Est-ce qu'on n'a pas des différences de services à l'intérieur de chaque service?
On va peut-être en discuter un peu après, je crois. Mais par exemple, Peut-être. sur les parties SQL Database, je sais que suivant le type de service sur lequel on va être, on Mhm. n'aura pas, par exemple, accès au column store index. Ah, ouais, Dès peut-être. qu'on va monter en version, on aura accès à Au ce column type standards, de par choses-là exemple. par rapport au type de service. Ouais, On par va en reparler exemple. un petit peu après. D'accord, ok. Mais Pas de souci. c'est C'est important de peut-être le trop tôt. savoir. Tout à fait, tout à C'est fait. important de le Tout savoir, à c'est fait. que là, on a vraiment deux modes qui Oui, fonctionnent. D'un côté, on est au niveau de la base de données et les premiers, donc le service SQL Database, on va être au niveau Contained Database, si on peut faire le oui. parallèle avec le on-premise. C'est-à-dire qu'on va embarquer aussi les utilisateurs et un niveau de performance par rapport à cette base de données. Derrière, on va le Ah, mettre dans un pool. Le pool, il va permettre de partager. Mais il n'y les a pas que ressources. ça. On va aussi, dans certains cas, pouvoir faire dialoguer les bases Tout à fait, tout à fait. Mais on en qui sont dans parlera le même pool. un peu plus plus tard, parce que Ouais, ouais, je crois que tu as rencontré un petit souci. ouais. Et comme on peut le voir, on a deux niveaux. On a les DTU et les vCore. Les DTU, en fait, au tout début, c'était vraiment fait pour avoir de la puissance de stockage. Mais ensuite, si on prend par exemple des bases décisionnelles où parfois on n'a pas une grosse volumétrie, mais on a un peu plus besoin de la puissance de calcul, et c'est là où les vCore sont nés. Et donc, comme on peut le voir, on a les deux modèles DTU et vCore sur l'Elastic Pool, sur la single database, et sur l'instance manager, on n'a que le niveau vCore, je crois. Oui, il n'y a que D'accord, le ok. vCore. Ouais, ouais. Ok. Ouais. En fait, ce qui s'est passé avant, quand on a mis en place le SQL Database, on était vraiment au niveau des TU et il est arrivé qu'avec des petites bases, on avait besoin de beaucoup de ressources. Et donc, si on voulait avoir les ressources qui correspondaient à cette petite base, il fallait monter sur des volumétries énormes. Et là, je rejoins les clients. Effectivement, le coût était important. D'accord. Et donc, pour réduire ce coût par rapport à votre besoin, on est passé au vCore, avec un modèle qui correspond mieux à votre besoin. Un peu En comme fait, les l'idée, bases c'est de correspondre décisionnelles. exactement à votre besoin. D'accord. Alors, si on revient un petit peu sur le Azure SQL Database, on a trois modes disponibles. Et c'est ça que j'étais un petit peu en train de dire tout à l'heure. C'est qu'on a un mode qui va être plus général, un mode classique, pour des petites bases. Par exemple, je vais me lancer Dans une sur la nouvelle création d'un application. site web. C'est le Covid en ce moment et je veux aller vendre des produits à distance. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Je vais ouvrir une Mhm. petite base et je vais la mettre en usage général. Normalement, c'est pas dédié forcément pour de la production, mais là, pour le coup, vu que je vais avoir un coût qui est très réduit, je vais l'utiliser. Je vais voir que ça va augmenter. Au fur et à mesure que je vais augmenter, je vais pouvoir changer mon niveau, passer par exemple en premium après. D'accord. L'idée, c'est de s'adapter vraiment sur des transactions avec un débit qui va être meilleur. On va ouvrir vraiment un débit important. Et on va aussi offrir une résilience, c'est-à-dire qu'on va avoir de la haute disponibilité dans notre premium. Parce que c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé par exemple chez OVH, et j'en suis désolé, certains clients n'avaient pas forcément connaissance des bonnes cases qu'il fallait cocher Comme la pour avoir, géoréplication. par exemple, de la géoréplication, ou certains services ne sont pas forcément toujours compatibles avec la géoréplication, et donc c'est important de savoir ce qui est possible de faire ou non. Par exemple, en premium, on va avoir de la redondance qu'on n'aura pas en usage général. Et l'hyperscale, c'est pour des bases de données qui ont besoin de beaucoup de ressources et qui s'adaptent en fonction de l'utilisation et de l'usage. On va avoir une mise à l'échelle en fonction du besoin. Donc, en fait, si je comprends bien, l'usage général, on peut l'utiliser pour tester comme ton application web ou pour un environnement de développement. C'est ça. Et une fois qu'on va aller dans un environnement de prod où on a besoin de moins de latence, on a Voilà. tendance à aller sur du critique, c'est bien ça? Voilà. Et donc, au niveau du SQL Database, en fonction Ok, de l'environnement et de l'utilisation, on va avoir un cas d'usage à chaque fois. d'accord, ok, Ouais. ok. Alors, j'ai une question Et juste puis, qui tombe, c'est la facturation est faite au vCore et plus au DTU maintenant? Point d'interrogation. alors, ça dépend de ce qu'on va chercher à utiliser en fait. Soit on l'utilise en DTU et donc dans ce cas-là, la facturation est en DTU, Ouais, soit la facturation est en vCore. Après, en usage général, par exemple, on va être en DTU. tout à fait. Ça dépend du niveau de service que l'on va prendre. C'est ça. Et le premium critique, c'est du vCore Ouais. en général. Alors là, je fais ma petite minute en plus de ça, ça tombe bien, Rudy, de ta question. Je fais ma petite minute pub Microsoft, suivant un benchmark qui a été fait en octobre 2019, on est beaucoup moins cher qu'Amazon pour un même niveau de service. Donc, a D'accord. priori, ça reste à voir, mais Amar va nous en parler un peu plus des coûts parce que je préfère éviter d'être trop parti pris. Donc, c'est lui qui parlera des coûts, vu qu'il n'est pas chez Microsoft. Tout à fait. Merci beaucoup. De Merci, rien. Rudy.
Et donc, l'SQL Manage Instance. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment, il faut le voir en mode instance BDD. C'est-à-dire, on a nos bases de données. On peut même faire des requêtes entre les bases de données, ce qui est aussi possible sur le SQL, mais c'est tout à fait naturel sur l'instance managée. On a aussi l'agent SQL. Donc, un truc simple, on peut mettre en place nos maintenances de base de données avec l'agent SQL. Et la partie sympa, c'est qu'avec l'agent SQL, on peut créer des jobs SSIS. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est sympa. C'est vraiment une solution parfaite pour l'hybride. Parce que je ne suis pas perdu. Je peux me retrouver avec mon agent SQL, si je puis dire, de manière classique. Voilà. Ensuite, on va se retrouver, comme Julien l'a dit, on a l'usage général et l'usage critique. Alors, l'usage général, quelle est la différence avec ton usage critique, mais surtout, quel est le principe de l'usage général? En fait, dans l'usage général, on utilise surtout l'architecture File Over Cluster, FCI. Donc, on va avoir... C'est comme le FCI. On n'est pas exactement Tout à fait. sur cette architecture-là. Mais si on peut faire un parallèle avec le on-premise que vous connaissez bien, parce que je pense que vous le connaissez très très bien, c'est comme celui-là. C'est-à-dire qu'on va reposer sur un stockage qui est partagé. Voilà, sur du globe. Ouais. D'accord. Et on va avoir un actif et un passif. Okay. Si l'actif vient à tomber, le passif prend le relais. Mais on utilise le stockage qui est partagé. Et donc, question, est-ce qu'il y a de la géoréplication? Oui, il y en a. À quel niveau? Au niveau du blob. Au niveau des backups. Tes backups sont géoredondés. En fait, le stockage en local ne sera pas géoredondé. D'accord. Okay. Donc, il faut faire attention à ça. Il n'y a que les backups qui sont géoredondés. C'est un point qui est important avec ce cas-là. Maintenant, si on passe en mode critique. On va se retrouver, pour ceux qui connaissent, avec l'Always on-premise. Grosso modo, on va se retrouver avec une base primaire et qui a plein de secondaires. Pour faire un exemple, si on prenait les fichiers Excel, comme d'habitude, on a un fichier Excel dans un répertoire partagé que tout le monde utilise. Par exemple, moi, je vais rentrer mes coordonnées, Julien aussi, et on va se retrouver avec 3 ou 4 fichiers Excel en secondaire où la même transaction, la même opération, le fait de rentrer mes coordonnées va être répliqué sur les 3 ou 4 autres fichiers Excel. Et l'avantage de ça, c'est que si on a le fichier Excel principal qui tombe, eh ben, il y a l'un des fichiers Excel secondaires qui va reprendre le relais. Oui, alors l'idée vraiment, c'est ça, c'est que on a un primaire qui est ici. On va stocker à la fois les données et les logs. Et l'idée, c'est que les logs soient répliqués sur l'ensemble des réplicas. Et en plus, on peut aller lire les données sur les secondaires. C'est l'intérêt, c'est la différence avec l'usage général où on était en actif-passif et on pouvait pas forcément aller lire les données. Comme sur le premier, en fait, on a la géoréplication grâce au backup. Tout à fait. Donc, alors, je vous transmets juste je traduis un peu une question qui était sur justement ça. Comme il faut pour Always On avoir une édition entreprise, donc j'imagine que le prix est inclus dans le prix du dans le manage instance, oui. Quand on prend le critique, en fait, on est sur un niveau où on garantit la haute disponibilité et on a cette partie-là, et donc c'est inclus dedans. Merci. Oui, c'est inclus dedans. C'est vraiment l'idée, c'est le niveau de service, comme on avait avant sur Always On. Alors, par contre, j'ai une petite correction par rapport au fait que pour Always On, il faut une version entreprise. Depuis la version 2016, c'est plus le cas. On peut avoir du basique. Et le basique, pour une seule base dans un AG, c'est gratuit, dans une édition standard. Par contre, si on vient rajouter plusieurs bases dans un même Ability Group, il va falloir avoir une licence effectivement entreprise. Donc pour résumer, pour synthétiser, parce qu'on a parlé de plein de choses différentes et compagnie, il faut quand même synthétiser un petit peu. Donc on a vu le IaaS qui répond quasiment à ce qu'on a on-premise. Il va falloir continuer par contre, quand on va être en IaaS, à avoir les bonnes pratiques qu'on avait on-premise, c'est-à-dire par exemple modifier le max-dop, modifier la mémoire, modifier le stockage, faire attention au type de machine qu'on va prendre par rapport aux performances qu'on va vouloir, et ça c'est important. D'accord. Et donc il va falloir prendre en compte la partie stockage, mémoire et aussi la partie réseau. Mais je crois que l'avantage de ça aussi, c'est que si on a un SQL Server, il va pouvoir communiquer avec d'autres applications qui existaient. Voilà. On peut avoir par exemple Polybase de manière assez classique. Alors, on aura toutes les fonctionnalités qu'on avait avant. Okay.
D'accord. On a toutes les fonctionnalités qu'on avait avant. Après, on a le mode instance manager. Le mode instance manager, c'est un peu le mode hybride. On va être vraiment au niveau d'une instance. On va pouvoir mettre autant de bases qu'on veut, entre guillemets, parce qu'il y a quand même une petite limite. Mais on va pouvoir mettre un nombre de bases assez important dans la même instance manager. Et l'intérêt, c'est d'avoir un seul pool d'endroits où on va se connecter pour avoir l'information. Et en plus, on va avoir l'agent SQL qui va être disponible et aussi Integration Services. Donc, on va limiter aussi les modifications pour aller dans le cloud. Et après, on a vraiment le service Azure SQL Database qui va être en mode contenu sur du on-premise. L'idée, vraiment, par contre, là, c'est d'être sur une instance, alors entre guillemets, un serveur sur lequel on va héberger chaque base de données, et chaque base de données peut après communiquer entre elles. Si on se met en mode Elastic Pool, où on va partager les ressources et en plus, elles peuvent connecter. Et je crois que tu as eu un souci Ouais, dernièrement entre deux bières, tu alors, m'avais dit. je bois jamais de bière. D'accord. C'est lequel pas? Pardon, je sais plus. Je ne Ok, sais pas ce qu'il d'accord. dit, ce monsieur, je ne le connais pas. Euh, Non, blague à part, oui, j'ai eu un souci chez un client qui était en privé, en private endpoint. Il voulait faire de l'Elastic Pool et il voulait faire communiquer donc ses bases. Le problème qu'on a, c'est que quand on fait de l'Elastic Pool et qu'on veut faire communiquer deux bases de données qui sont dans le même pool élastique, il faut mettre une clé de chiffrement qui passe par un point public, un point d'entrée public. Et là, bah, aujourd'hui, la feature n'est pas disponible. Alors, j'ai remonté le point au product group. Donc, le product manager est en cours. C'est une feature qui doit arriver, mais aujourd'hui, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Alors, l'idée du private endpoint, hein, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est vraiment d'être sur un réseau dédié. Par exemple, si on prend un express route, le lien qu'on aura entre chez vous et chez nous sera dédié et vous serez comme si vous étiez en local. En fait, c'est comme si j'avais un câble fibre qui vient directement chez moi et C'est qui. exactement ça. D'accord, C'est ok, exactement ok, ça. Et ok. donc, vous avez des adresses IP locales. D'accord, Ouais. ok. Voilà. Bon, il est peut-être temps de. De faire une petite démo parce Ouais, on parle beaucoup, hein, ouais, mais je crois ils commencent un petit peu à en avoir marre. je comprends. Allez, c'est parti. Une petite démo. Donc, là, vous pouvez le voir, on se retrouve avec SSMS, notre outil, notre Alors, outil je crois favori. que tu as juste oublié de le dire, on est sur une machine en IaaS Ah oui, c'est vrai. Non? Qui est sur Azure. qui est sur Azure aussi. Et donc là, je me retrouve avec mes applications classiques qui Exactement. interagissent. D'accord, ok. Exactement. Ok, ok. Je comprends mieux. Et donc, en fait, comment on va migrer nos bases? Si on souhaite, on va faire une démo Donc, avec Azure SQL donc là, Database, je crois. sur ta base Azure, enfin sur ta Qui machine en est là, IaaS, tu as des bases de données qui existent. tout à fait, Et tu comme as on peut pour. le voir. Maintenant, tu sais sur quel service tu dois aller. Et Oui, donc, l'idée, c'est que tu viennes migrer sur le service qui vont bien, c'est ça. sur les différents niveaux de Donc service. là, par exemple, OK. un truc classique, on a pris AdventureWorks. Donc on va dire que c'est une base container, donc c'est une base isolée et que je souhaite migrer sur un Azure SQL Database. On a plusieurs solutions. Une des solutions qui est classique et que je ne connaissais pas, c'est on clique droit, Task, Deploy. Donc là, comme on peut voir, on va déployer sur Azure SQL Database. Et donc là, il suffit simplement de se connecter sur notre serveur, de taper le mot de passe et hop, on est connecté. Donc là, en fait, on va choisir notre niveau. Comment on peut choisir notre niveau? Je vous invite à aller voir la documentation de Microsoft qui va être un peu plus simple, mais en gros, c'est la moyenne du CPU, la moyenne des RAM, etc. etc. Et... Bah, c'est surtout que la bonne question qu'il faut se poser quand on va devoir faire un Mhm, sizing, c'est combien d'accès concurrents je vais avoir en même temps, quelle est la taille de ma base mhm. et qu'est-ce que je vais devoir en faire derrière. Est-ce que je vais faire de l'agrégation? Est-ce que je vais avoir beaucoup de Là, volumétrie? ça va être une base opérationnelle, Exactement. Et en décisionnelle et fonction de compagnie. ça, en fait, on peut changer le type d'édition. Donc là, on a présenté les trois plus grosses, notamment la basique, le standard, le premium et l'hyperscale. Oui, Le business critical et le general purpose va plus arriver derrière sur un managed instance ou sur le data warehouse. Ça, c'est autre chose. tout à fait. Ça dépend de la version des CSMS aussi qu'on a. Mais après, derrière, en fonction de ça, on va pouvoir changer le niveau. C'est-à-dire que là, par exemple, si on se met en standard, on va voir qu'on peut changer aussi le niveau de stockage. Alors, ici, on n'est que sur cette partie-là. Derrière, on pourra voir qu'on peut créer des serveurs qui permettent d'héberger un petit peu plus en détail. Exactement. Et là, comme on peut le voir, en fait, en réalité, il nous fait un backpack. Qu'est-ce que c'est qu'un backpack? Je crois qu'il crée les. Je crois que c'est quelque chose qui rapatrie les schémas et la donnée.
Oui. C'est bien ça? Oui, Non? c'est-à-dire Ok. qu'il va créer un fichier dans lequel on n'aura pas, à la différence du backup, en fait, on n'aura que le schéma et les données. Et après, il va les exporter. C'est parti. Il Allez. n'y aura pas les logs, il n'y aura pas les tailles de fichiers. Parce qu'on est sur une architecture qui est complètement différente. Tout à fait. Et là, quand on lance, voilà, c'est parti, hein. On va Il va voir. essayer de le faire. Donc là, il transforme en fait toutes tes données dans ton fichier backpack. Ah, Ah, on et tu a as une une erreur. erreur. Ah, alors on va voir. Oh, c'est assez compliqué et un peu chiant, je t'avoue. Bah, ça fait partie aussi des retours que Euh, j'ai eu des clients. c'est un Euh, peu dur, quoi. Genre, Bah, au moment de migrer, en fait, on comprend pas, et ça marche pas, et qu'est-ce qui va pas, il faut etc. cliquer bouton par bouton, Ouais, c'est pas assez ouais, verbeux ouais, et compagnie. ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre outil? Ouais, je pense qu'on a un autre outil qui existe qui s'appelle le DMA, qui est malheureusement pas assez utilisé, à mon sens, par les clients. Tout à fait. Et comme on peut le voir, en fait, dans le TMA, on va avoir deux types. Deux modes. Deux modes, tout à fait. On va se retrouver avec le mode migration, donc pour migrer nos bases, et le mode assessment, qui est assez intéressant et qui va nous permettre, en fait, de tester notre migration selon ce qu'on souhaite. Alors, je reprends juste un point. Euh, il ne sert pas que pour aller dans Azure, le DMA, hein. Il sert aussi quand vous voulez migrer d'une version SQL Server, par exemple 2005, vers un 2019. J'ai le cas de clients qui veulent faire ça. On fait un pont sur un 2008 et on peut venir migrer grâce au DMA derrière. Donc c'est aussi intéressant d'utiliser cet outil-là, même pour du on-premise, alors que là, normalement, on est censé parler d'Azure. Je vais Ou même aller pour plus aussi loin. utiliser, attends, je termine, ou pour aussi utiliser ça sur des versions pour aller dans le cloud. Par exemple, si on veut faire du on-premise sur un SQL Server 2008 vers un SQL Server 2019 dans le cloud, on peut l'utiliser aussi sur des machines en IaaS. Voilà. Tout à fait. Et donc, aussi, on peut aussi l'utiliser pour migrer. Des packages integration services si on le souhaite. Tout à fait. Et donc, dans notre cas, on va prendre une machine on-premise vers Azure SQL Database. Donc, pour cela, hop, next. Et donc là, on va se connecter à notre serveur, Datafrox. On va choisir notre base. Celle-là, par exemple. Alors, tu n'as pas pris la même base, il me semble. On va prendre, allez, on peut revenir si tu veux. C'est pas grave, c'est pas grave. Et hop, et là, par magie, il va commencer. Et il va nous faire un joli rapport, en fait, nous disant qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, en fait, sur la base. Comme là. Donc, en fait, on va voir que là, c'est au niveau des features SQL Server, au niveau de l'instance. Il s'est aperçu qu'il y avait les traces flags qui étaient activées sur l'instance. Et donc, il va nous dire, attention, par contre, si on va migrer sur SQL Database, on n'aura plus ça dans le service Azure. Exactement. Donc, est-ce que vous êtes bien au courant que ça n'existera pas? Par contre, on va aller regarder ce qui est à l'intérieur de notre base SQL et on va aller voir s'il y a des problématiques dedans. On s'aperçoit que sur cette base-là, alors c'est magique, tu nous as fait le coup du vendeur Microsoft. Tout à fait. Cette magique, cette Il y en a pas. base, il n'y a pas de souci. Donc on peut y aller. C'est pas toujours le cas. Si on a des problèmes de régression, si on a des choses qui ne sont pas compatibles avec la destination, on va avoir la liste et en plus on va avoir les recommandations. Et en plus, il va nous donner ce qu'il va falloir faire, en fait. Il va nous dire, C'est ça. dans les recommandations, comment les changer. Donc ça, c'est quand même très pratique parce que en quelques clics, on peut voir ce qui ne va pas. Alors, un autre point aussi qui est possible de faire, c'est d'utiliser le DMA en mode natif, c'est-à-dire qu'on le lance en sous-jacent pendant que votre base est en train de vivre, un peu comme un profiler. L'idée aussi de cette partie-là, c'est que derrière, je vais voir s'il y a des choses qui ne sont pas compatibles, qui arrivent par des applications, par exemple des requêtes SQL, qui sont lancées pendant que la base vit, qui ne sont pas compatibles avec la feature, la destination. Et ça, on le saura aussi. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est intéressant, ça nous Ouais, permet de ouais. gagner du temps et d'avoir une espèce de synthèse. Oui, bah, c'est surtout qu'on aura toute la partie recommandation, et ça, c'est le point, à mon sens, qui est vraiment important. Tout à fait. Et donc, en fait, ensuite, si tout est OK et qu'on souhaite migrer, donc on va se connecter Non, là, tu vas lancer une migration. avec Azure Migrate Service. Donc ça,
Ça, c'est dans Azure. Exactement. Et donc, on a une deuxième méthode qu'on a montrée et qui était juste de migrer. Voilà. Et on va refaire le même détail. Et donc là, on va se reconnecter sur notre serveur on-premise. Un point que tu ne nous as pas montré au préalable, Oui, c'est que justement, tu peux migrer que le schéma et pas forcément les données. tout à fait. Je suis complètement d'accord. Et donc, on migre vers notre serveur. Donc là, je suis en train de rentrer le mot de passe en espérant. Et donc là, en fait, j'ai créé une base dans Azure SQL Database, comme vous pouvez le voir, qui s'appelle test. Et ce qui va se passer, c'est que il va nous faire un backpack. Donc là, on va le voir. Pardon. Hop. Et donc là, il va nous générer les scripts et il va déployer ces scripts. Donc comme a dit Julien, si on souhaite simplement déployer le schéma, il va s'arrêter là. Mais si on souhaite aller un peu plus loin, il va aussi migrer la data. Donc c'est comme un backpack en fait, comme ce qu'on a fait sur le clic droit. Donc là, comme on peut le voir, hop, il récupère toutes les bases et le generate script SQL. Et ensuite, c'est parti. On n'a qu'à enchaîner. Oui, c'est c'est ça. D'accord. Et là, il va déployer le schéma. D'accord. Et après, une fois qu'il a déployé le schéma, il va aussi migrer les données. On pourra migrer les données après. Petit à petit. Ok. Voilà. Donc là, si tu veux, tu peux déployer le schéma. On va continuer après notre. Tout à fait. Notre ça prend quand même un petit voilà. moment. Donc, pour résumer, si on veut migrer, on peut utiliser SSMS. On va créer des DACPAC, des backpacks. On va faire un export data tier application. Si on voulait le faire, parce que là, Amar ne nous l'a pas forcément montré, mais par exemple, moi, j'avais aussi migré dans une manage instance. Une des questions qui arrive souvent chez mes clients, c'est si je veux migrer dans une manage instance, comment je fais? Une des possibilités, c'est de créer un export, en fait, un export data tier application. Je vais générer le DACPAC, je le mets sur un blob storage, et ici, je viens me reconnecter en faisant un import data tier application, où je vais me reconnecter, en fait, à mon blob storage pour récupérer. Ici. Voilà, pour récupérer les informations. T'as une question, Rudy? Non, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, mais je ne sais pas si c'est une question. Non, je pense pas. Alors, voilà. Si vous avez une question, vous pouvez ouvrir votre micro. Hein. J'en profite alors pour une remarque de Clément qui me dit « Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas le faire avec un backup classique. » Alors, pourquoi on ne peut pas le faire avec un backup classique? C'est une très bonne question, Clément. Parce qu'on n'est pas du tout sur la même architecture sous-jacente. En fait, dans le backup, on va embarquer la partie log, par exemple, avec la taille de log, les fichiers qui vont être préparés. On va avoir aussi tout ce qu'on a en architecture sous-jacente au niveau des index et la pose des fichiers. Et là, en fait, l'idée, c'est de recopier juste la partie source, préparer l'architecture qui est derrière. C'est-à-dire que je monte la structure des données. Une fois que j'ai monté la structure des données, j'exporte les données, mais sur une nouvelle architecture qui est complètement différente. On est sur une autre version d'SQL Server et une autre architecture en dessous qui est sous-jacente. Sachant qu'on est en mot de passe aussi. Mais c'est l'idée du mot de passe, c'est qu'on est sur une architecture qui est... On n'a pas à s'en soucier de l'architecture. Et le problème du backup, c'est qu'on se soucie quand même de la couche basse dans le backup. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de log shipping? Alors, le log shipping va être implicite. C'est l'idée, c'est que, par exemple, sur une manage instance, il va être implicite. On l'a vu parce qu'on l'a sur le failover cluster, sur le mode standard ou sur le mode critique, mais on l'a avec Always On, par exemple. Mais on ne pourra pas le faire, oui, effectivement, derrière. Un des points qui est possible de faire, par exemple, si on veut migrer sur une manage instance, c'est d'utiliser du distributed AG. Du réplica. Oui, alors c'est pas vraiment du réplica, c'est qu'on va envoyer l'information sur la manage instance, surtout sur des grosses bases. Et est-ce quand on fait une migration par rapport à on-prem, on peut utiliser une managed instance comme réplica et du coup après le promouvoir pour migration? Oui, c'est vraiment l'idée. C'est qu'au premier abord, en fait, la manage instance, elle va être en réplica et dès qu'on a migré toutes les informations, on la promouvoit après.
Super. C'est vraiment l'idée. Ça va? Oui, ça c'est une bonne solution. Il y avait d'autres questions de Clément, mais ce que je vous ferai à la fin, c'est que je vous les mettrai sur l'écran et puis vous pourrez. Ouais, Oui, super. c'est plus, c'est pour ça que je les ai mis à côté. Ouais, super, merci. Super. Ok, donc là je reprends. Donc on a le DACPAC, le backpack, le data migration assistant, ou sinon la partie dans Azure. Azure Data Migration Bien sûr. Assistant. D'accord, Voilà. ok. Mais sinon, on a que ça comme base de données dans Azure ou... Alors non, il y en a une qu'on a encore oubliée. Ah, d'accord. Bah oui. Synapse. On entend beaucoup parler et souvent on me dit mais qu'est-ce que c'est en fait? Ça sert à Alors, quoi grosso modo, j'ai plein de données qui viennent de partout et d'ailleurs, voilà. Et donc des données structurées et non structurées. Ok. Je vais utiliser, j'ai un outil qui est intégré dedans qui s'appelle Data Factory pour venir intégrer les données. Je vais avoir un data lake qui va être aussi intégré pour pouvoir pousser ces données structurées et non structurées dedans. Je vais avoir Spark qui va me permettre de faire la data prep pour l'utiliser. Je vais avoir quelque chose qui va être en dessous, qui va être sur une architecture massivement parallèle qui s'appelle SQL Data Warehouse. C'est son ancien petit nom en fait. Oui. Et donc maintenant, on est sur du SQL Pool, mais en fait, c'est du SQL Data Warehouse qui a été amélioré. Et en dessous, derrière, au-dessus, derrière, je vais pouvoir préparer les données grâce à SQL Data Warehouse. Je vais préagréger les données, je vais avoir mon modèle Data Warehouse. Une fois que j'ai ce modèle Data Warehouse, je vais pouvoir utiliser le fameux outil que Rudy adore, qui est Power BI. C'est vrai qu'on a garanti la session sans Power BI, donc on ne va pas en faire. Voilà. Donc ça, c'est pour Synapse. Donc c'est vraiment, si vous avez une grosse volumétrie et on est sur un mode décisionnel, vous voulez embarquer votre schéma décisionnel. Je crois qu'il est l'heure d'appeler le service de sécurité. Ouais, parce qu'on a aussi pas mal de soucis souvent avec ça. Moi, j'entends souvent les clients qui ne sont pas forcément rassurés. Et donc, on a des outils côté Azure, notamment. Alors, je vous embête une seconde. Quid des connexions AD? Question. Alors, c'est super important, les connexions AD. Alors, par rapport aux connexions AD, aujourd'hui, pour aller dans Azure, il faut utiliser Azure Active Directory. Azure Active Directory, en fait, c'est un réplica de votre AD on-prem dans Azure qui va vous permettre d'utiliser plein d'outils qui sont dans Azure, comme Power BI. Je suis désolé, Rudy. Comme Teams et aussi tous les services sous-jacents Azure. Notamment, là, par exemple, si on monte un service Azure Analyst Services, on pourra se connecter grâce à la connexion, grâce à l'Azure AD qui a permis de répliquer les informations on-premise. Tout à fait. Et donc, revenons à notre sujet. Pour l'audit, donc pour la sécurité, on a différents outils. Donc, par exemple, l'audit contre les menaces, on a l'Advanced Threat Protection qui nous permet de voir les éventuelles attaques et qu'est-ce qui se passe dans notre Azure. On peut aussi auditer les logs ou les journaux d'Azure grâce à Azure Monitor et même se créer des alertes email si on souhaite. Et la petite magie, c'est le transport layer sécurité où notre donnée, même quand elle est en transit, elle est chiffrée. Oui. C'est-à-dire qu'elle est vraiment chiffrée. Pendant ce temps-là, tout est chiffré et on va pouvoir aller voir les informations. Derrière, on a encore d'autres méthodologies. Alors, il y en a qui existent déjà on-premise, que vous connaissez déjà, notamment le TDE. En fait, on vient crypter la base via un certificat. On peut le faire aussi dans Azure. On a aussi le Always Encrypted. Le Always Encrypted, on va grosso modo encrypter certaines colonnes via des certificats qu'il va falloir embarquer. D'ailleurs, si on veut les embarquer, il y a un truc qui s'appelle le Azure Key Vault pour embarquer les certificats. Tout à fait. Voilà. Et un autre point que Arian adore, c'est le Dynamic Data Masking. Je crois qu'il avait fait une super session par rapport à ça qui permet en fait de masquer les données suivant l'utilisateur qu'on a. Donc par exemple, si on ne doit pas voir les numéros de carte bleue, en théorie, on n'est pas censé pouvoir les voir, mais je crois qu'il y a une session qu'il avait fait l'année dernière que je vous invite à aller regarder avec Arian et Frédéric Broard, parce qu'ils l'avaient fait ensemble. Et elle est super intéressante parce qu'on peut voir aussi les limites du Dynamic Data Masking. Voilà. Après, on a tout ce qui Julien, oui. C'est pas une session, c'est une vidéo et elle est sur YouTube. Oui, voilà. Merci Arian. mais oui, parce que tu l'avais enregistré avec Fred. Voilà. Non, je l'avais enregistré tout seul. Ah, tu l'as fait tout seul. Mais oui, ok. Mais on voit bien les limites dedans. Et donc, on a les évaluations. C'est clair, ça ne masque pas grand-chose en fait. Chut, le dis pas.
Donc ça veut dire qu'on peut voir le numéro de carte bleue de Julien. Oh, sans aucun problème avec une requête. Ah, parfait ça. Chut, le dis pas trop fort à rien. Et du coup, on a les évaluations aussi des vulnérabilités. Donc on va voir, alors l'idée des évaluations de vulnérabilité, c'est de voir Mhm. les attaques. Par exemple, recommandations. si on a des attaques sur les machines, ce qui est arrivé une fois, moi j'ai eu des attaques chez un client en mode brute force sur les machines en IaaS, on a ces informations-là qui sont remontées et les machines se mettent en mode blocage. D'accord, ok. Donc il faut Sympa. bien avoir activé les choses avant. Et puis on a aussi la partie découverte des classifications de données qui est apparue dans SSMS. Ça c'est plus pour la partie RGPD, donc bon, voilà. Ça a encore un autre point. Et le Il coup nous reste d'antivirus, Marc, 15 tu nous en minutes. parles? Faut payer l'addition au restaurant en général. Ouais, parce que là, on a parlé sécurité, on a été très D'accord. rapide, mais il y a aussi un autre point qui est super important. Bah, je crois qu'on va utiliser l'outil que. Rudy préfère. Ouais, je crois qu'il est même certifié dessus, non? Alors, comme il Ouais. vous reste 15 minutes, je vous suggère de ne pas parler de Power BI, ça va prendre trop de temps. Donc là, on peut voir, on a fait une évaluation sur les 3 types de bases, donc Azure SQL Database, Azure SQL qui est en réalité l'instance managée et les virtual machines. Alors, on peut pas zoomer, mais ça serait bien qu'on puisse un peu zoomer, je pense, pour vous. Ouais, on peut pas. Malheureusement, Ouais. j'ai pas mis Zoom It. Mais on est vraiment sur 3 cas avec 3 volumétries Donc différentes pour 10 voir la Tera, différence tout à fait, 10 de Tera, tout. 1 Ouais. Tera et 500 gigas. Donc comme on peut le voir, juste pour 10 Tera, c'est le max, c'est les VM qui coûtent très Alors, cher, quoi. qu'est-ce que tu as pris comme machine? C'est surtout ça qui est important pour que tout le monde comprenne. Tu as pris une VM qui est euh, très orientée sur le stockage, parce qu'on s'est dit, avec 10 Tera, il va falloir avoir un stockage vraiment important. Et surtout qu'il va falloir avoir, alors là, on n'a pas mis de disque managé, mais on aurait pu les rajouter pour être Tout à vraiment, fait. vraiment dans le bon, dans les bonnes données. Mais l'idée, c'était que on ait vraiment une machine qui soit performante par rapport au 10 Tera. Et on s'aperçoit que le coût de la VM est quand même assez important. Maintenant, on l'aurait en On peut local. le Pour les voir. 10 Tera, ça nous coûterait aussi un peu cher, je pense. Je pense aussi. Voilà. Après, derrière, tu as mis une SQL database. Alors, encore une fois, on est sur une seule VM. On est sur une seule base. Hmm. Sur cette SQL database, tu t'es mis en géoréplication, tu as mis le stockage qui correspondait en dessous et tu as Tout mis à fait. une machine en vCore qui pourrait répondre à peu près aux mêmes performances que celles qu'on a sur la VM. Et là, on s'aperçoit qu'on est un petit peu moins cher. Mais encore une fois, on est sur quelque chose qui est provisionné par rapport au stockage et aux besoins. Et sur le troisième, on est sur une manage instance qui est sur un mode hybride. Et dans ce cas, on s'aperçoit que le manage instance, il est, à mon sens, un peu moins cher. Exactement. On peut voir à peu près les coûts pour se donner Voilà. une idée. On se rend compte que effectivement, le manage Alors, instance. voilà. Alors, le truc, c'est que on l'a fait pour les 3 scénarios. On l'a fait pour 10 les 10 Tera, Tera. 1 Tera, 500 On l'a gigas. fait pour le Tera. Voilà, qui est là. Hop, on va le mettre là. Voilà. Et on l'a fait pour 500 gigas. C'est des cas d'utilisation qu'on va pouvoir avoir. La différence qu'on a surtout avec le manage instance, par exemple, c'est qu'on va pouvoir migrer plusieurs bases, alors que en deuxième cas, on migrera qu'une seule base. Ça, c'est le point aussi à prendre en compte. Dans le premier cas aussi avec la VM, on aura la même chose. On pourra migrer Tout. plusieurs bases, voilà, tout l'ensemble de l'instance. Donc c'est vraiment des points qui sont à prendre et qui sont sous-jacents. Et là, les chiffres qu'on va avoir pour les 3 scénarios euh, sont représentatifs en fait sur un cas. C'est un cas spécifique qu'on a vu Tout sur à ce fait. scénario, mais ça ne sera pas toujours ces chiffres-là et ça peut changer. Et je vous invite à utiliser quelque chose qui est super important que vous pouvez avoir, qui est l'outil de calcul, la calculette en fait, qui va vous Oui. permettre, grâce à ça, d'aller chercher en fait les tarifs qui vous correspondent par rapport à votre besoin. Et en fonction, ça va changer. Sachant qu'on a des points où si vous avez des licences SQL on-premise, vous pouvez bénéficier de l'Azure Hybrid Hybride. Benefit. Donc si vous avez déjà payé vos licences, on ne vous les refacturera pas dans Azure. Et c'est un point qui est très important
aussi pour vous si demain vous devez aller dans Azure. C'est-à-dire que si on peut éviter de payer 2 fois la même chose, ça pourrait être sympa. Voilà. Donc en fonction du besoin, ça peut changer et les prix peuvent changer. Et donc, il faut vraiment l'adapter à vos cas d'usage. C'est pour ça que je préfère éviter de parler de tarification, parce que c'est vraiment en fonction du besoin. Au cas par Maintenant, on a vu quel type de service aller utiliser en fonction de ce que vous avez. Donc pour résumer, moi j'aurais tendance à dire qu'on a une plus grande flexibilité. Qu'on peut changer d'architecture en quelques clics ou selon notre besoin, on peut avoir ce qu'il nous faut. C'est ça. Et si le D'accord. besoin vient augmenter, on peut faire du scale-up. Si le besoin a besoin de Scale diminuer, down. on peut aussi revenir en arrière. D'accord. On a une garantie de continuité de service, sous réserve d'avoir coché les bonnes cases et d'avoir vérifié au préalable que les services y sont bien éligibles. Je vous accorde le point. Mais en théorie, on a un service pour chacun de vos besoins. Donc, on va vraiment s'adapter. Et à l'issue, on aura normalement une diminution des coûts, parce qu'il y a des coûts que vous avez aujourd'hui de structure qui seront enlevés par des coûts qu'on aura dans Azure, qui vous permettront d'avoir une meilleure flexibilité. Et donc, voilà. J'aurais juste envie de vous dire, les autres y sont arrivés, pourquoi pas vous? Et donc, on a déjà pas mal de clients. Ça, c'est la petite minute encore Pub. pub. Et puis voilà. Ça veut dire que les gens qui sont pas, ils sont en retard, un peu comme le lapin blanc. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais pas vraiment, parce qu'ils ne sont pas forcément en retard. Je les comprends. J'en ai vu beaucoup. J'ai même vu des retours d'expérience de clients qui sont allés dans Azure qui n'étaient pas forcément contents. Et ça, faut pas oublier de le dire. Maintenant, pourquoi ils n'étaient pas contents? Parce que peut-être qu'on leur avait pas conseillé les bons services et surtout qu'on les avait pas aidés à paramétrer les services comme ils en avaient besoin. Et c'est ça qui est important et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà. J'ai cru comprendre que vous aviez pas mal de questions. Oui, alors moi j'ai déjà une première question. C'est ça qu'on appelle le cloud en fait. Oui. Ah, bon, bah, je commence à comprendre. Euh, Merci pour ça. J'avais aussi une question personnelle. Tu parlais d'hybride. Moi, Oui. on a regardé avec un client il y a peut-être un an sur le Stretch Database. Et puis le client a dit, il a calculé les prix, il a dit non. Alors, là, Est-ce que c'est utilisé un petit peu? ouais, le Stretch Database, non. Non, non. Et là, je t'accorde le point, Rudy. Comme tu as vu, je suis quand même relativement franc. C'est très cher. Ouais. Ok. C'est très, très cher. Merci. Ouais, ça a l'air assez cher. Ouais. Il avait fait ses calculs et non, je me souviens plus des chiffres. Mais... Ouais, non, mais les chiffres sont. Enfin, très honnêtement, vaut mieux stocker les données dans un blob. Ça coûtera beaucoup moins cher. Il prend ses backups, il les met dans un blob que d'utiliser le Stretch Database. Sachant qu'on va avoir des latences réseau qui vont être importantes. Merci Moi, beaucoup. Alors, pas j'ai plein de questions de Clément. Ce que je peux faire, c'est... Alors déjà, s'il y a d'autres gens qui ont des questions, ouvrez vos micros. Et puis, ce que je peux faire, c'est que je vais peut-être je prends le partage une seconde. Ou alors, Oui, je te les... Pardon? Vas-y. Ouais, on fait comme ça. Ou alors je les commente, comme vous voulez. Ah oui, alors attends, je partage juste. J'arrive. Voilà, vous devriez me voir. Donc, ouais, tu peux les commenter si tu veux. Ouais, c'est plus simple. En fait, la première question, c'est plus comme vous utilisez Always On, vous êtes bridé sur la version standard et entreprise pour faire de la haute dispo? Alors, sur la version standard de Always On, on est bridé. C'est-à-dire qu'on a un seul base par Ability Group. Ma question, c'est entreprise, ma question, c'est plus qu'on ne peut pas faire, par exemple, du achat sur. De toute façon, vous ne la vendez pas la version web. non. Ok, donc c'est ça. C'est ma question. Au niveau des single DB, il n'y a que le backpack qu'on peut faire en backup. Alors, non, pour le single DB, on peut passer par autre chose que le backpack. C'est comme on a vu avec l'outil de migration, on peut le faire. Il va lui-même le créer en mode sous-jacent, c'est-à-dire que d'abord il va faire le schéma et après il va uploader les données. Sinon, il y a aussi une autre méthode, c'est d'utiliser Integration Services. Et je veux dire, par exemple, quand on a une single DB, on veut faire des backups. Alors non, le non. backup, on ne l'aura pas. On ne peut jamais faire des backups pour après les restaurer autre part.
Bah, ils seront sur sur le cloud. C'est seront sur le Azure qui cloud, va mais gérer ouais, ça. ouais. C'est Ouais, ouais. le côté pass, en fait. C'est eux qui gèrent, selon la case qu'on a choisie, LRH, GDRS et ZRS, notre backup. Par contre, en manage instance, on peut faire des backups classiques. Oui, Tout à fait. oui. C'est la différence en fait avec le manage instance. C'est l'avantage de l'agent SQL aussi. On peut le faire avec l'agent SQL et Il y compagnie. a, il y a- il y a l'agent qui est sous-jacent. Et alors, au niveau de l'hyperscale, j'ai regardé comme ça rapidement, on voyait le scale-out, c'est seulement en reads. On ne peut pas faire du write sur plusieurs nœuds. Alors, au niveau de l'hyperscale, sur les multizones, oui, non, on peut pas faire de read. On ne peut pas faire de write, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Non, non, on peut pas faire de read sur plusieurs zones. C'est Ouais, l'always on qu'on a ouais, classé. c'est always on. Il n'y a pas de. Ce que j'avais vu qu'il y avait sur Postgre, par contre, sur votre solution Postgre, vous utilisiez Oui. Citus. Oui, Là, parce que c'est pas la même techno qui est sous-jacente. mais peut-être que, voilà, moi j'avais regardé des solutions shardées sur SQL Server, mais Oui, savoir si ouais. dans le pipe peut-être. Alors, ça, Ah, c'est possible que ça arrive. Hein. C'est possible ouais, que ça arrive. ouais, je trouvais ça intéressant. Euh, Après, bon, la matrice de comparaison, c'est plus, là, j'ai remarqué qu'en fait, finalement, le DTU, on peut passer cette question, on a l'impression que vos clients se sentent plus à l'aise avec Vecor. Alors, parce que DTU, il y a des sources. Oui, en fait, le DTU, on l'a sorti avant. Mais Ouais, aujourd'hui, très honnêtement, les clients qui vont. Alors, les retours d'expérience que j'ai eu moi, après, c'est pas tout le temps le cas. Mais les retours d'expérience que j'ai eu, ils ont plutôt tendance à aller effectivement sur du Vecor. d'accord. Ça se Et rapproche plus de ce qu'ils ont en architecture on-premise. ouais. Donc, ils sont plus rassurés. Et on peut basculer sur du Vecor sur SingleDB ou c'est seulement sur Management? Non. Non, non. Alors, sur le single DB, on peut faire du Vecor. On peut faire du Vecor, oui, mais ça dépend du niveau de service qu'on va prendre. Ouais, d'accord. Ok. Sur le Managed Instance, quand on se met en notre dispo, on est limité à un nombre de BD. Alors oui, j'ai plus le nombre en tête, mais on a un nombre de bases de données qui est Comme limité. RDS, quoi. Ouais. Ok. Je regardais. Est-ce qu'on peut monter des versions en fait je sais pas comment expliquer. Avec le compatibility level? Pas seulement ça, c'est-à-dire que par exemple, le Managed Instance est en SQL Server par exemple 2016 et on veut le mettre en 2017. Oui, oui. Mais Oui, oui. pas. C'est seulement avec compatibility, c'est-à-dire qu'on est directement sur une version à 2019, un truc comme ça. Alors, au départ, non, il sera pas en 2019. Il va prendre le compatibility level qu'on va avoir on-premise. C'est-à-dire que si on était sur un 2014, qu'on le monte dans le manage instance, il va le monter en 2014. Une fois qu'il sera dans la manage instance, on peut faire les tests, comme ils ont montré les collègues tout à l'heure. Hein. On peut faire des tests pour aller vérifier que tout va bien. On peut même utiliser le query store dans le manage instance pour vérifier que tout va bien. Une fois que Ouais, c'est fait, on change de compatibility level. d'accord. Et parce qu'en fait, ma question c'était, par exemple, si on migre par exemple sur une Managed Instance qui était il y a 3 ans, en 2016, et que là on a envie Alors, d'être en la 2019, on manage peut instance, migrer. elle n'est pas sortie en 2016. Oui, excuse-moi. Ce que je voulais dire par là, c'est que si la Managed Instance, on était en 2017, par exemple, Ouais. et que tous les 2 ans, en fait, SQL Server, ça change, enfin, ça donne une Sachant. nouvelle version. Oui. Là, on a juste besoin de changer la compatibility level ou on a besoin d'upgrader sur une autre Non, parce qu'en instance? fait, la manage instance se met à jour toute seule. Super, ça. C'est Elle vraiment se bien. met à jour. On n'a pas besoin d'upgrader, en fait, comme on avait avant. On passe d'une version 2017 à une. C'est ça la question qui est sous-jacente. Oui, c'est ça, Est-ce c'est que, ça. Moi, je trouve est-ce ça que je vraiment dois bien. rechanger de service? Non, l'idée, c'est que justement, on est sur un service pass. Donc, tout ce qui est en dessous, toute la couche basse, Windows et compagnie, on n'y touche pas. C'est Azure qui gère, c'est Microsoft qui gère tout ça, et nous, on est tranquille, on a juste à Il consommer. sera automatiquement sur la dernière version en date. Ouais. Mais- Je trouve que c'est un gros différenciant, ça. Mais ça peut avoir des inconvénients de faire ça. Parce que du coup, on est obligé aussi de suivre le rythme de Microsoft. Alors, je t'accorde, David, le point. Maintenant, tu peux continuer à bloquer Oui, ce c'est ça. point-là grâce au compatibility level.
Oui et non, ça dépend ce que Ouais, parce que je suis ça d'accord dépend avec ce que tu toi. utilises. Mais Tu en vas fait, avoir des raisons de sécurité. faut juste être conscient que en fait c'est un autre rythme. Quand tu passes dans le cloud, nous on est passé dans le cloud, ben, c'est clair qu'il faut suivre le rythme. Tu as des features qui sont dépréciées très rapidement, tu as des choses qui arrivent et puis bah et Microsoft t'attend pas. Donc si tu es sur un modèle client qui est assez statique, bah, il faut réfléchir en 2 fois avant de passer sur un modèle cloud qui accélère énormément la cadence. Voilà, c'est ce que moi, c'est la remarque que je peux faire là-dessus. Mais à contrario, on peut avoir par exemple une feature comme le data partitioning qui n'était pas dispo sur une version antérieure, qui devient tout d'un coup dispo, et pourtant même en restant en compatibilité Il y a basse. ça, et puis il y a euh, toute la partie support. On ouais. s'affranchit. En fait, un des points que je vois avec mes collègues, hein, c'est que des fois, quand vous faites des cases au support, le premier truc qu'on vient vous dire derrière, c'est est-ce que vous êtes sur la dernière version à date de la version sur laquelle vous êtes? Par exemple, je dis une bêtise, on est sur un 2016. Est-ce que vous avez bien mis le SP2 et le dernier KB? Et souvent, c'est ce qu'ils vont vous dire au support. Et si vous n'êtes pas sur le dernier KB, ils vont vous dire passez le dernier KB et après vous nous rappelez. Et notamment sur ces histoires de maintenance, il n'y a pas de downtime. Enfin, c'est Non, Non, non. On garantit le niveau de disponibilité. Tout On à est fait. toujours sur le niveau de disponibilité que vous avez choisi. Donc généralement, sur une manage instance, par exemple, quand on va être sur un niveau critique, on va être sur du 99,99. d'accord. De la SLA, on aura 1 à 2%, Mais en Et, fait, on va... enfin 1 à ouais. 2 secondes maximum, on va Non, même dire. pas. Même pas. Alors, ma dernière question, parce que c'est vrai que je prends trop de temps, c'était sur l'autoscaling, parce que je présume qu'au niveau stockage, ça autoscale en up, mais par contre, ça ne l'autoscale pas en down, je présume. Ah, pour l'hyperscale? Non, Non. l'autoscaling de stockage. Ah, pour l'autoscaling de... Ouais, oui. Ça Ok. fait que monter, mais ça fait pas descendre. Donc, c'est au client de faire attention à ne pas faire des débilités. Oui, oui, on est d'accord. D'accord, très bien. Bah, c'est tout. Et Super. pour un BI, pour calculer les coûts, je l'ai vu, non, non. Hein, moi, j'ai pas Non, mal ça, j'avais attends, pas mal de j'efface la clients en question. PITR, en fait, qui, sur d'autres clouds, n'ont pas fait attention à leur coût de PITR, en fait. Donc, voilà, c'était... Oui, oui, Ouais. ça peut coûter assez cher. En fait, il faut prendre vraiment tous les paramètres au départ. C'est pour ça que Tiens, par cas. je vous accorde le point sur oui, on va y aller, mais on va mettre du temps. Par exemple, les remarques de David étaient pertinentes sur le fait que, bah oui, de temps en temps, ça va peut-être un peu vite, etc. Il faut vraiment prendre tous les points. Par contre, on a un niveau de service qu'on n'a pas forcément on-premise et on a des nouveautés qui arrivent en direct. Et donc ça, c'est aussi l'intérêt, et c'est qu'on est sur... faut pas regarder que la base de données, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Alors, il y a aussi cette question de d'Anas, je pense là, c'était, ben, tu la vois. Les développeurs demandent souvent de récupérer une version récente des données sous forme de fichiers de backup pour les Ouais. restaurer sur leur machine de pré-prod ou de dev. Oui. Et là, ben, comment on fait? Ah bah, c'est encore possible. Soit on fait les backpacks, on les met à disposition Tout à fait. dans un blob Blob. storage, et grâce au blob storage, on fait une restore. C'est la même chose que le backup, sauf que du coup, on n'est plus dessus. Soit on utilise Integration Services, soit on met en place de la géoredondance. Tout dépend en fait le besoin. Si c'est que pour de la lecture, il y a des niveaux de service qui permettent d'aller lire. Par exemple, suivant si on a un manage instance, qu'on est sur plusieurs réplicas, on peut les lire les réplicas secondaires. Donc tout dépend du Euh, besoin. Je pensais d'ailleurs à une toute petite chose. Quand on est on-prem, on peut, vous savez, créer un credential avec un SAS token pour faire un backup direct sur un Azure Blob Storage. Oui. Je présume que ça, on ne peut pas le faire sur les managed instances et les... Si, on peut utiliser le backup et le faire sur un blob storage. D'accord. Donc, si on est en managed instance, la Là, je question suis là, sur là en elle peut direct, hein, être pendant que je répondue. vous parle, je suis dessus et je mets sur l'URL et je le fais sur mon blob storage, hein, mon backup. Donc, la question où on peut faire des points back en pré-prod, on peut le faire sur Managed Instance sans problème. Tout à Mais fait. parce que la manage instance, c'est vraiment un mode hybride. Oui, oui, ok. Non, mais c'est pour expliquer, pour répondre qu'on c'est Ouais, possible. oh, ouais. C'est sur le SQL Database où on ne pourra pas le faire.
Ok, super. Voilà. Il y avait une dernière question, mais je pense que c'est un peu la même question. C'est si on veut revenir sur du on-prem, qu'est-ce qu'on fait? On se fait un DAC pack, on met en, Yes, on Backpack. récupère le DAC. Ou si on est sur une manage instance, on peut récupérer le backup. Voilà. Les questions déjà écrites sont finies. S'il y a d'autres personnes qui ont une question. Sinon, il est l'heure d'aller manger. Je vous remercie beaucoup. Excusez-moi, est-ce que je peux poser une question, si Bien vous sûr. m'entendez Oui. bien? Oui. Voilà, moi je suis en train de voir la possibilité d'étendre un Always On sur un troisième réplica qui va se faire sur du Azure, c'est-à-dire sur mon data center, j'ai premier réplica, deuxième Ouais. réplica. D'accord, et aller sur Azure. Aller sur Azure. Est-ce que c'est une manipulation qui est assez Oui, c'est standard? courant. Parce que j'ai eu pas mal de... Ça se fait. Là, je l'ai fait encore chez un client il y a pas très longtemps. Le point qui est important, par contre, c'est la partie réseau qu'il faut regarder. Mais il n'y a pas de problème. Alors après, tout dépend de la connexion que vous allez avoir entre votre on-prem et le data center Azure pour le troisième nœud. Parce que vous ne pourrez peut-être pas vous mettre en synchrone. Vous serez sans doute en asynchrone. Ah oui, ça c'est sûr, c'est en asynchrone. Ça Voilà. c'est vite fait, ouais. C'est le seul point. Et puis après, ça va être par rapport aux IP, la configuration des IP. Voilà, ça dépend. Mais après, le reste, il n'y a pas de problème. Ça se fait très bien. Ça se fait très En bien. fait, l'idée, parce que pourquoi je pose cette question, c'est histoire de listener. Hmm. En général, est-ce qu'il faut déplacer l'adresse IP listener, si tu veux, sur le Azure ou le garder sur le data center local? Alors, il y a deux méthodes. Soit on utilise le load balancer côté Azure, soit on le fait on-premise. Et dans ce cas-là, vu que la machine, il y a deux réplicas déjà on-prem, j'aurais tendance à te dire, vaut mieux le faire on-prem. Ok, merci beaucoup pour les réponses, c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Excuse-moi, Aziz Bahadouri, j'ai une question notamment sur en ce qui concerne la réplication SQL avec Azure. Nous souhaiterons mettre en place, nous avons un cluster SQL on-premise, on souhaiterait mettre en place une réplication via le PRA sur Azure. La question qu'on s'est posée, est-ce qu'il faudra mettre en place la réplication des deux serveurs sur Azure ou un seul serveur suffirait? Alors, il y a les deux serveurs qui sont on-premise, c'est ça? Oui, en mode Ok. cluster always on. Ok, ils sont en always on et vous voulez aller dans Azure. Mhm. Et donc, il y a deux méthodes. Ça dépend vraiment de votre besoin. C'est soit on fait quelque chose d'un peu hybride, comme a dit Anas juste avant. Je me permets de reprendre la question. Dans ce cas-là, vous allez avoir encore votre architecture on-prem et on va répliquer dans Azure pour avoir un pied dedans. Et au cas où un jour il y a quelque chose qui tombe, on a une partie qui est dans le cloud et donc on sécurise. Donc, comme si on avait un autre data center interne complètement ailleurs, qui est géré par un autre fournisseur. Soit on met tout dans Azure, et donc dans ce cas-là, après, l'idée, c'est de redonder entre plusieurs data centers. D'accord. C'est la question, c'était bien par rapport à ça, la question? C'était plus précisément par rapport au choix du serveur. On a deux serveurs en interne, Ouais, primaire et secondaire. ouais. Donc, si on doit faire le choix de partir, enfin, répliquer les données sur Azure au cas où si on a un problème en Après, premise. ça dépend aussi de la connexion que vous allez avoir avec Azure. Si vous avez l'Express Route, vous allez avoir une latence qui va ressembler à celle que vous avez aujourd'hui, en fait, en interne. Mhm. Dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire, vous pouvez y aller. Si maintenant vous avez une forte latence entre les deux connexions, c'est aussi ça qu'il va falloir voir. C'est vraiment en cas de failover. En cas de failover, Ouais. si on fait un failover sur Azure, Et- et que est-ce qu'on doit répliquer les deux serveurs ou un seul serveur suffirait pour Moi, avoir j'aurais au moins tendance à dire un seul, ça suffit. un Faut seul, ça vraiment suffit. regarder faut vraiment regarder la configuration. Après, comme j'ai dit, là, c'est au cas par cas. Il faudrait vraiment détailler un peu plus le besoin. Ok, très bien, merci. En fait, si vous me permettez, si je peux ajouter un point,
Ouais. si vous me permettez, par rapport à Aziz. Voilà, en fait, l'idée, c'est qu'on réplique les bases de données, si tu veux. Donc, dans le groupe de disponibilité, c'est la base de données qui va être disponible sur Azure. Dans tous les cas, aussi, le data center local, en prem-lâche, tu peux avoir une continuité sur la partie Azure. Maintenant, il faut penser aussi à la partie applicative. S'il y a des applications, comment tu vas les rediriger vers la partie Ouais, Azure? c'est par le listener, c'est le listener qui va faire ça. Oui, 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 c'est un peu c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure sur Listener. Et Voilà, c'est vraiment le listener qui va être le garant de ça. Donc c'est ouais. pour ça qu'il faut pouvoir continuer à se connecter au listener et que le listener puisse changer son IP sous-jacente. Après, tu as aussi la proximité de l'application par rapport à ton serveur de base de données qu'il faut prendre en compte, etc. Parce que il ne s'agit pas que de migrer, par exemple, la base ou de basculer la base. Parce qu'en fait, nous, c'est le cas typique qu'on a des applications où en fait, on est obligé d'étendre notre infrastructure en mode hybride sur Azure, justement, pour garantir que si on a ce genre de scénario, on risque pas d'avoir des latences applicatives fortes. Effectivement, si tu as une express route, comme tu as dit, il n'y a pas tellement de soucis. Mais maintenant, une express route, ça coûte. C'est hyper cher. Mais c'est vrai que du coup, après, effectivement, c'est en fonction du besoin. Mais c'est vrai que c'est tous des scénarios pris dans des scénarios de haute disponibilité, de disaster recovery, c'est dans le plan qu'il faut prévoir ça. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est en phase, David. C'est que tout dépend du besoin et aussi des moyens qu'on a. Exactement, c'est vrai que l'architecture est beaucoup conditionnée par le contexte. Oui, oui. C'est pour ça que on ne peut pas faire une réponse standard. C'est vraiment au cas par cas. Et en règle générale, le business continuity, quand tu le vends aux clients, ils les aiment bien parce que ça permet d'étendre un peu leur data center aussi et les différentes difficultés et problèmes qu'ils peuvent avoir en prime, de pouvoir aussi les corréler par rapport à un besoin de disponibilité au niveau cloud. Et c'est vraiment un argument vendeur pour Azure. Ah, mais ça, il y a aucun sujet, hein. On est en phase, hein. C'est le fait aussi que derrière, on peut répliquer encore sur différents data centers, etc. dans Azure, il n'y a aucun problème. Et c'est surtout qu'en plus, il y a toute la flexibilité qui va aller derrière, il y a aucun sujet. Maintenant, encore une fois, c'est suivant les besoins. Oui, effectivement, c'est en fait un travail sur tout le plan de design avec les clients. Et ça prend pas mal de jours aussi hein, pour le Oui, faire. oui, oui, oui. Ouais, oui, on est en phase. On est en phase. Ok, ben merci pour vos réponses aussi. Hein. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, bonjour, c'est Christophe. Hein. Moi, j'ai une petite question en fait. Alors, j'ai deux clients, enfin, j'ai des clients qui viennent me voir qui sont des clients d'Azure actuels. D'accord. Et deux notamment, alors il y en a un qui n'est pas encore conclu, l'autre c'est conclu, mais ils ont des fortes ardoises sur. Alors là, avec lequel j'avance, c'est sur une managée, une forte ardoise avec les fameux DTU. Oui. Et alors, pour la partie optimisation, réindexation, je me sens un peu limité. Comment dire, Alors, pour pouvoir l'aider. Donc après, on est plus sur de l'optimisation pure de requêtes. Mais Alors, il y a moyen quand même d'utiliser toujours la réindexation et l'optimisation via l'Azure Automation. c'est comme ça qu'on fait, mais du coup, Ouais. comme c'est une base qui est assez importante, quand ça se met en place pour faire la réindexation, pendant 1 ou 2 heures, tu te prends le DTU à 100%. Voilà. Oui, oui, effectivement, parce que si c'est des grosses bases, en plus pendant l'utilisation, en fait, il faut le faire comme on le faisait on-premise avant. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver des créneaux horaires où il y a peu d'utilisation pour le lancer. Mais après, ça peut être aussi par rapport au cycle de vie des données. C'est-à-dire que si on vient charger beaucoup de données au moment de la journée, est-ce que c'est pas pertinent, par exemple, d'aller reconstruire les données d'une table en particulier qui a été fortement sollicitée ou fortement chargée, quitte à soulager après le point après Si, je derrière. pense qu'il y a effectivement des analyses qui peuvent se faire, mais du coup, dans l'urgence, est-ce qu'il y a un moyen de transvaser vers un autre type de machine pour reprendre une maîtrise des coûts, pour pouvoir Non, mettre en place, parce que c'est pas des modifications, les modifications sur les données peuvent prendre un peu de temps. ouais, Et je comprends ce que vous voulez voilà. dire. C'est plus au niveau, c'est plus au niveau, comment dire, de service qui a été choisi en fait avant. Je pense Qui aujourd'hui les gens répond. qui n'avaient pas de DBA, je pense qu'ils ont pris la fleur au fusil en disant ça y est, c'est formidable, le cloud, c'est la solution. Puis là, le rêve s'effondre.
Et du coup, moi, j'arrive après le rêve et voilà, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Là, faut vraiment regarder le cas par cas parce que on est d'accord, c'est un peu du cas par cas. Mais c'est un vrai cas d'usage. Personnellement, moi, j'ai vu des cas où on a refait une migration derrière sur un autre niveau de service qui correspondait mieux par rapport aux besoins. D'ailleurs, les services, et j'ai pas hésité à le dire aussi durant la session, les services ont évolué. Parce que Et tu as du coup, la aussi. migration entre services, c'est facile. C'est-à-dire Oui, d'aller ça sur peut une se faire. VM, Ça peut se faire. c'est facile. Enfin, Ouais, c'est ça toujours, on reste toujours sur le mécanisme SSIS Backpack. Ouais. D'accord. Avec le backpack, ça peut se faire. L'intérêt, en fait, aussi du backpack, c'est qu'on est pas lié à une version SQL. Ok. On va Et- recréer complètement le schéma, on recrée toute la base derrière, et après, on va importer les données. Donc, on n'est pas lié à une version SQL. Alors qu'un backup, on est lié à une version SQL. Si on fait un backup d'une version Oui, 2019 bien et qu'on sûr. la Ouais, met sur une version 2016, ça marchera jamais. ouais. Alors, je voulais juste ajouter un truc au passage. Moi, j'ai eu un client. Quand on reconstruit les index, il faut faire attention aussi au journal de transaction. Et puis, quand on Ouais. est sur Azure Database, ben, on va payer du PITR. Oui, Ouais, il y a ça aussi. Hein. Oui. oui. Ouais. Mais, On va avoir une maintenance optimisée parce que sinon. oui. Oui, c'est pour ça que je dis c'est important de connaître le cycle de vie des données et les besoins. Super. D'autres questions? On va manger?